Merci si vous nous rejoignez. Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Yadonka, premier secrétaire général du mouvement en Centrafrique, ITA, initiative pour une transformation par l'action. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, docteur en droit, Emmanuel Kouzoumouami, analyste économique et politique. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, vous vouliez intervenir au sujet de l'opposition, du positionnement de l'opposition congolaise. Oui, je voudrais dire, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, de toutes les façons, les 5, même s'ils sont autorisés à se présenter, ne pourront pas. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un fauteuil pour la magistrature suprême. Et donc, je pense que pour les 2 autres qui ont été déclarés officiellement candidats, ils doivent rassurer les 3 autres qui sont là et qui attendent. Parce que ces 3 autres sont dans une frilosité. En Afrique, on se connaît. La politique, c'est la sorcellerie, comme on le dit chez moi. Et donc, les 3 autres vont se dire, écoutez, les 2 autres, on va les suivre. Mais il ne faudrait pas qu'à la fin, on ait le poteau rose. C'est-à-dire, on les soutient. Et à la fin, parce qu'eux, ils sont habilités à gouverner et qu'ils nous lâchent. Donc, il faut que toutes les dissensions soient mises sur la table. Il faut qu'on joue 4 sur table. Les uns doivent rassurer les autres. S'il y a des pactes, ou des accords de bonne entente, de non-trahison, en tout cas, comme on peut appeler ça comme ils veulent, mais il faut que les uns rassurent les autres. Mais est-ce que l'opposition congolaise est à même de dépasser finalement cette guerre de leadership? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Qu'à Bruxelles, ils ont tenté quand même de faire front commun, d'afficher une certaine unité. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? On est quand même à 3 mois. Mais ils ont déjà fait un grand pas. Le fait de se déplacer, parce que je crois savoir que M. Katumbi est poursuivi au Congo. Du coup, lui, il ne pouvait pas se rendre sur le territoire national. Donc les 4 autres sont venus à lui. C'est déjà un grand pas. Peut-être qu'avant, on n'aurait pas dû imaginer que les 4 autres allaient poser cet acte-là. Mais c'est un peu. S'ils ont commencé, je pense que les barrières, ils peuvent faire tomber les barrières et faire bouger les lignes. Moi, je pense l'exemple, comme M. Tshisekedi et Vital, c'est des 2 frères ennemis. Ils ne s'entendaient pas aujourd'hui. Ils se sont retrouvés à Bruxelles avec les 3 autres. C'est déjà un bon début. Mais moi, ce que je voulais dire ici, c'est de rappeler, il faut qu'il y ait une prise de conscience, que les gens se réveillent un tout petit peu, laisser de côté les guerres internes, ainsi de suite. Vous voulez faire partir Kabila, mettez-vous en ordre de bataille. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est pas aussi, c'est pas le président Kabila aussi qui tire les ficelles dans la pénombre? On n'en sait rien. Mais vous savez, alors on a malheureusement vu effectivement que le PPRD a plusieurs fois brisé ce que nous avons toujours tendance à oublier, il y a quand même plus de 400 partis politiques en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, si on parle que des 5, c'est des 5, plus ou moins, c'est des poids lourds. C'est des gens, c'est des responsables. Ils peuvent s'organiser. Et en s'organisant, je pense qu'ils pourront, gagner pour le moment, on n'en sait pas trop, mais d'abord tomber sur, arriver à trouver un accord commun pour aller à ces élections. Je pense que... Une candidature commune? Une candidature commune. Difficile. Oui, mais ce n'est pas impossible. En réalité, aujourd'hui, le pouvoir congolais mise sur, d'abord, la solidité de son régime actuellement, autour de Joseph Kabila. Deuxième élément, ce pouvoir actuel, il est absolument arc-bouté sur la position intérieure du pays. Ils sont contre toute intervention extérieure. Ils se sont longtemps fâchés contre les Belges et contre la communauté internationale, comme on dit. Et là, ça ne va pas s'arranger. Et ça ne va pas du tout en s'arrangeant dans la situation actuelle. Quand vous entendez Lambert Mende, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'est pas question que les puissances extérieures s'immiscent dans les élections intérieures du Congo. Et ça, c'est la position officielle. Mais ils ne sont pas prêts de le lâcher. Moi, je ne suis pas sûr que cette bataille-là, il remportera. C'est pas possible. Non, je pense que justement, il remportera parce que la fierté nationale est aussi là pour ça. Quand on veut faire du populisme, il faut d'abord caresser le peuple. Et là, il y arrive. Il y a un deuxième élément. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus clairement une sorte de candidat avec des visages, disons, couverts derrière. On sait bien que, par exemple, Moïse Katumbi, c'est le candidat de l'extérieur. C'est clair. On sait que Jean-Pierre Bemba a été bien sûr relaxé par la CPI, mais aujourd'hui, le pays essaye de trouver, en tout cas, de jouer la montre
pour qu'au 30 septembre, l'affaire ne soit pas encore bien conclue et qu'il soit toujours à l'extérieur. C'est le seul qui a vraiment le poids aujourd'hui pour peser contre Joseph Kabila. Pour les autres, est-ce qu'on peut avoir, même s'il y avait une plateforme commune de l'opposition, avoir un candidat commun? Ça paraît difficile parce que les personnalités à l'intérieur de cette opposition-là sont telles que personne ne va lâcher. Aujourd'hui, bien sûr, pour la galerie de la presse, de la communication internationale, ils sont obligés de tenir une conférence à Bruxelles, demain ils en prendront à Paris ou ailleurs, pour dire nous avons une plateforme commune. Unité, ouais. Oui, mais au moment où on va réellement entrer dans la campagne, chacun fera sa partition. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba n'a pas le soutien de la communauté dite internationale. En revanche, non, il ne l'a pas. En revanche, Moïse Katumbi, il l'a. Voilà. Ça, je ne suis pas sûr que Jean-Pierre Bemba, vous savez, Jean-Pierre Bemba n'a pas été libéré parce qu'on n'a pas trouvé des preuves sur lui. Moi, je suis centrafricain, je peux vous dire que exactement les centrafricains ont subi des exactions commises par les troupes de Jean-Pierre Bemba. Mais quand par enchantement, il a été libéré. Si vous me dites aujourd'hui qu'il n'a pas Bon, en tout cas, il reste quand même une figure controversée au regard des accusations qui étaient portées contre lui. Il n'a pas ouvertement les soutiens qu'a Moïse Katumbi aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Donc, mais ceci pose un autre problème en fait. C'est est-ce que si j'avais la chance d'arriver au scrutin en tant que candidat, je laisserais ma place au suivant? La réponse aujourd'hui chez les Congolais, c'est non. Autrement dit, nous aurons au moins 3 candidats de l'opposition. Si nous avons un conseil à leur donner, c'est de se mettre autour d'une table, de décider d'une candidature unique de l'opposition. Et le reste, on avisera. À minima, oui, c'est ça. Est-ce que l'opposition est véritablement prête à aller à ces élections, le 23 décembre? Elle est prête. Je crois que oui. Mais elle est en train, petit à petit, de s'effriter. C'est-à-dire que d'être... vous savez, il y a des gens en Afrique, souvent ils votent parce que j'ai mon leader. S'il ne va pas aux élections, moi, je n'irai pas voter. Et cela profite à qui? Au camp d'en face. Et plus généralement, comme disait Emmanuel, les pouvoirs en place en Afrique, quand ils organisent, ils n'ont surtout pas envie de perdre. On a vu, il y a des cas qui sont, au moins en Afrique centrale, hein, je parle, il y a au moins 2 ou 3 cas comme ça. Principalement chez moi, il y a eu Patassé, le général Kolimba qui avait laissé le pouvoir. Et puis, il y avait que lui, officiellement. Le reste, ils ne perdent pas et ils ne veulent pas. Ils n'organisent pas les élections pour les perdre. Mais par contre, nous croyons beaucoup plus à la détermination du peuple congolais. C'est quand même un peuple qui a eu toute une histoire. Si elle décide aujourd'hui de faire changer le cours des choses, ils vont le faire. Est-ce que l'opposition dite de l'Église catholique... C'est quand même un peuple qui est pris un petit peu en étau comme ça depuis 2 ans maintenant. Vous savez, moi je dirais dans cette élection, aujourd'hui, il y a un faiseur de roi qui est en embuscade. C'est l'Église catholique. Oui. Mais si elle se prononce en faveur de l'opposition, ça par contre, il faut regarder ça. Oui, mais le problème de l'opposition, c'est qu'ils n'ont pas réellement préparé les élections. Au sein de l'UDPS, il y a eu une contestation déjà de la tête de l'UDPS de Félix lui-même. Il y a eu un combat interne pour arriver à désigner Félix comme le candidat de l'UDPS. Mais aujourd'hui, l'opposition contre Félix Tshisekedi, c'est à l'intérieur du l'UDPS elle-même comme parti. Ensuite, vous avez Jean-Pierre Bemba, certes, c'est le candidat incontesté du MLC, mais je disais, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas de prise sur le pays depuis un certain temps. Il y a un décalage. Par contre... Oui, absolument. Alors après, si vous prenez Katumbi, très bien, il a ses problèmes personnels, il a son parti qui est plutôt un parti vraiment minoritaire dans le pays, c'est que la personnalité de Katumbi elle-même. Mais son parti, à lui, il ne vaut pas tellement grand-chose. Donc c'est vrai que dans l'absolu, il faudra qu'on puisse dire les forces des uns et les faiblesses des autres, on va essayer de les combiner de façon à trouver le max des forces de tout le monde, de façon à trouver un candidat de l'Union. Ça, c'est ce qui serait souhaitable. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition telle qu'elle est, avec les difficultés qu'elle a à se constituer réellement des programmes solides devant le peuple congolais, est-ce que cette opposition est capable aujourd'hui de mener l'action et l'élection, et la gagner? Effectivement, là, je suis d'accord avec vous, si l'Église catholique devient l'arbitre suprême, comme il sera d'ailleurs, en disant, nous, on s'est mis dans l'affaire, vous êtes 5, vous êtes 6 ou 7 candidats, on va vous proposer le candidat le mieux, en tout cas placé, pour gagner l'élection. Voilà une piste. Dans ce cas, ce n'est pas le candidat, c'est l'Église catholique qui se présente et derrière le candidat en question. Ce serait bien, mais
On attendra. Mais il faut qu'il y ait une alternance. Même en dehors de l'Église catholique, je pense qu'il appartient à chaque dirigeant de chaque parti politique d'éduquer ses adhérents et ses membres pour dire que si je ne suis pas... Il y a une plateforme qui a été mise en place. Au cas où je ne serai pas élu, vous pouvez voter telle personne. Donner des orientations. Des orientations, mais ne laissez pas les électeurs comme ça. Parce que si vous laissez les électeurs comme ça et que l'électeur ne se reconnaît qu'au chef de son parti politique, au cas où il ne se représenterait pas, il n'irait pas voter. Et c'est une perte aussi pour l'opposition. C'est là où on parlait de guerre des égos. Parce que chez nous, en Afrique, trop souvent, les gens... Il n'y a pas de communication autour. Je suis candidat, mais si demain je ne serai pas candidat, vers qui on va se retourner pour donner notre suffrage? Mais généralement, il y a des gens qui ne se prononcent pas. Et quand tu ne te prononces pas, deux fois, il y en a quelque part, ils sont de mèche avec le pouvoir qui a organisé les élections. Parce que, bon, j'achète ton silence et tu ne dis rien. Comme ça, tes électeurs, on va en profiter. Mais si les gens prennent position ouvertement, en essayant de donner des orientations vers qui il faut voter, je pense quand même qu'il y a un brin d'espoir. Peut-être que le peuple congolais nous réserve une surprise, on n'en sait rien. Non, mais... Merci beaucoup à tous les trois. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Le Congo, depuis 1968. Alors, en une semaine, plus de 2000 cas de choléra ont été recensés au Zimbabwe, partie du quartier de Glenview à Harare, la capitale. Le choléra s'est rapidement propagé à d'autres lieux de la capitale. Depuis une semaine, le bilan ne cesse de s'alourdir. 24 morts d'après le dernier bilan des autorités qui ont décrété l'état d'urgence sanitaire. Voyez ce sujet de Solène Duplessis. Le Zimbabwe est frappé par une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde. L'état d'urgence a été déclaré dans la capitale Harare ce jeudi 12 septembre après la mort de 21 personnes. En une semaine, plus de 3000 cas de choléra ont été recensés. L'état d'urgence permettra selon le gouvernement de contenir la propagation de l'épidémie. Nous avons déclaré l'état d'urgence à Harare. Cela nous permettra de contenir le choléra, la typhoïde et tout autre type d'épidémie. Nous ne voulons pas de nouveaux décès. Les épidémies de choléra et de fièvre typhoïde sont fréquentes au Zimbabwe, où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. Le choléra se serait propagé après la consommation d'eau des puits souillés, après une explosion de canalisation d'évacuation des eaux usées dans 2 quartiers de Harare. Ces puits dans lesquels certains habitants allaient se ravitailler ont depuis été fermés jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes confrontés à une pénurie d'eau. Les autorités ont fermé les points d'approvisionnement en eau car il y a des égouts qui éclatent et nous ne savons pas comment tirer la chasse d'eau des toilettes. Et pendant ce temps, les gens meurent du choléra. Une vieille dame vient de mourir à cause de l'épidémie dans le voisinage. Rappelons qu'en 2008, l'épidémie de choléra avait causé la mort de 4000 personnes au Zimbabwe. Le gouvernement a appelé les agences de l'ONU à alimenter en eau les régions touchées. Pour l'heure, les rassemblements publics ont été interdits par la police dans la capitale. Alors, une vingtaine de morts depuis une semaine. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, est-ce que la réponse des autorités du Zimbabwe vous paraît appropriée à la lumière de la gravité de la situation? Du tout. Parce que dans un premier temps, on interdit les rassemblements. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a une récupération politique derrière. Parce que le fait pour la population de se rassembler, ça n'a aucun effet sur la propagation de la maladie. Le choléra se transmet par matière fécale ou par alimentation déjà contaminée. Donc le fait de se rassembler n'a rien à voir. Mais cette interdiction est d'abord une atteinte aux droits constitutionnels de la population. Ça, c'est de un. De deux, ce qui est marrant en Afrique et triste, c'est qu'on n'a pas de politique d'anticipation. Si ces égouts ont éclaté, ça veut dire qu'ils ne sont pas entretenus. Donc, ça veut dire que depuis les indépendances, ça circule, quoi. Il a fallu que ça éclate et que la population soit infectée pour qu'on se rende compte qu'il y a un mal quelque part. Et donc, il appartient au pouvoir de mettre en place peut-être des bouteilles d'eau, de l'eau potable à la disposition de la population. Mais en attendant, il faut aussi chercher à
entretenir le reste des canalisations. Parce que si tout s'éclate comme ça, on se demande qu'est-ce que la population zimbabwéenne va devenir. Dominique Adonka. Ce qui est arrivé au Zimbabwe pourrait aussi arriver dans n'importe quel pays africain aujourd'hui, tout simplement parce que depuis l'indépendance, tout ce que les colons ont fait à l'époque en matière de canalisation sont restés en l'état. Et aujourd'hui, si le gouvernement, pour moi, si le gouvernement interdit des manifestations ou bien de manifestations publiques, moi je pense que c'est plutôt d'ordre préventif, pour ne pas que cela, mais c'est pas pour essayer, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord que forcément qu'il y ait une récupération politique, mais ils vous diront qu'il faut éviter, parce que la transmission de choléra peut se faire, on ne sait pas, que peut-être les gens peuvent... on dit de ne pas se saluer, si on se rassemble, qu'on ne se salue pas. Oui, mais vous savez, vous êtes d'accord avec moi que par moment en Afrique, dans un seul verre, les gens utilisent 2 ou 3 fois. Vous voyez, ça on peut transmettre la maladie. Donc le gouvernement a pris des mesures afin d'éviter à ce qu'il y ait une propagation de cette maladie. Mais cependant, il va falloir, au lieu de demander, moi ce qui me choque dans ça, c'est de demander aux organismes des Nations Unies pour fournir de l'eau à ces populations. C'est une démission. Oui, c'est ça là qui est un peu... Je ne comprends pas. Zimbabwe, c'est un grand pays. On ne va pas tout le temps se référer aux organismes des Nations Unies, aux pays occidentaux, pour leur demander de nous venir en aide. Et pourtant, on n'est pas capable de se prendre en charge, de prévoir tout ça. Vous voyez, c'est ça là qui est un peu dérangeant. Emmanuel Nkouzoumoumi, je sais que vous voulez intervenir. Oui, on va marquer une très courte pause, pardonnez-moi, et on se retrouve dans quelques instants. Et donc, on continuera de parler donc, de cette épidémie de choléra qui se propage au Zimbabwe. À tout de suite.